Et je m'en vais donc vous entretenir pour peut-être une trentaine de minutes, peut-être un peu plus. C'est du mathématique de ne pas aller au-delà de 30 minutes. J'essaierai de faire ça. Sur l'œuvre littéraire de Saint-Exupéry. Je vais articuler mon intervention sur 3 points essentiels. Dans un premier temps, je vais vous rappeler très rapidement les titres qui composent l'œuvre littéraire de Saint-Exupéry. Cette vidéo que nous venons de regarder vient de le faire d'ailleurs avec Bio. Dans un deuxième temps, je ferai un aperçu sur ces 4 pièces maîtresses de son œuvre artistique. Et enfin, je m'efforcerai de révéler un certain nombre d'illustrations d'au moins 3 centres d'intérêt de la pensée de l'auteur, cela à travers une approche transversale des 4 pièces de son œuvre littéraire. Voilà le plan posé. Sur les titres, la vidéo vient de le dire. Saint-Exupéry est encore à ma connaissance, à nos jours, le seul écrivain mauritanien à s'être essayé avec succès aux 4 grands genres des belles-lettres. Il a publié Sahélien, qui est un recueil de poésie. Je dis une bonne fois pour toutes que toutes ces 4 pièces sont parues aux nouvelles éditions africaines à Dakar, à Abidjan et Lomé. Donc Sahélien, en 1975, 23 pages. Les exilés de Goumel, toujours en 75. Les exilés de Sahélien, c'est le recueil de poésie. Les exilés de Goumel, c'est la pièce de théâtre. Aloré du Sahel est un recueil de nouvelles. Et enfin, Rella pour les voix de l'honneur, qui est son seul et unique roman. Et pour être complet, puisque nous parlons de l'œuvre littéraire de Saint-Exupéry, il faudra ajouter également un de ses essais intitulé Aspect de la littérature poulard en Afrique occidentale, quelques visages du sud mauritanien, paru toujours aux nouvelles éditions africaines en 1977 et qui est dans volume de 150 pages. Cela rappelé, je vais certainement, je l'espère, à la fin de cette conférence, que je réussirai à vous donner envie d'explorer l'œuvre de Saint-Exupéry. Je ferai en sorte, donc, contrairement à mes habitudes, de rester très près de mes textes. Et je vais très souvent vous en citer quelques extraits pour que vous puissiez avoir une idée du style et de l'envergure intellectuelle de l'auteur. Sahélien d'abord. Si je dois présenter Sahélien, qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais que Sahélien est un recueil de poésie d'un volume modeste, 23 pages de disais-je, et pourtant particulièrement dense. Il est structuré autour de 7 points qui sont relativement longs, dont le premier, intitulé Nuit d'Amérique, laisse supposer que l'aventure poétique a commencé pour Saint-Exupéry alors qu'il était fonctionnaire en poste dans le système des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique même dans les années 70. La thématique y est très variée et s'articule autour de la diversité des conditions humaines à travers le monde. L'homme qu'il appelle son frère est à la fois l'esclave déraciné de l'Afrique. Je le cite, Montgomery dans les cales et Félix dans les soutes, Little Rock par-dessus mer au sillage de requins blancs. Fin de citation. C'est son frère, c'est également celui qui est devenu sous la latitude de Harlem, enfermé dans la misère de son ghetto. Mais son frère, c'est également l'Africain aux prises avec son destin, qui lutte pour avoir droit à un avenir. À côté de cette thématique universelle, le poète opère, par voie de souvenir, de véritables intrusions dans l'imaginaire de son terroir. Un de ses poèmes a d'ailleurs pour titre Retour au pays natal. Retour au pays natal, titre, comme vous le savez, qui est également le titre du recueil de poésie de Aimé Césaire. Retour au pays natal,
se fait plus lyrique dans l'évocation du Fouta et surtout du terroir de Djibédior, et je veux parler de Keïti. Mon ami Diagana va être très content. Alors, j'ai quand même souhaité vous lire au moins un extrait de ce recueil de poésie. À la page 16, oh, retour rêvé de senteur de boue. Voici le personnage polype couché aux horizons liquéfiés de chaleur, la plaine chaude descendue vers les hautes berges, les petits cirques vers les rives obliques étagées de gradins, les grandes feuilles sombres des pieds de maïs jaune et non pas de pèlerins revenus de souvenirs. Nous voici aux calmes épousailles d'eau et cette autre confluence de modeste mesure d'hommes, les joues jaunes du Gorgol dans le Sénégal vert et le vieux village rêvant sur la boue plate, rabotés de gros graviers et de puits chaliants de grands blocs de roches, Keïti, moirés de rose sur les vieux murs de boue, Gataga dévalant les sables vers les crevasses creusées dans la profondeur des champs d'argile et des souvenirs de tumulte, étouldés, tassés le long du fleuve frémissant de friserie sous la lumière cruelle de ce versant du jour. Et le vieux cimetière gonflé d'ombre, éclaté d'ombre et de souvenirs, de jours d'angoisse sous le vol lourd de vautours chauds. Je vous aime et je vous hais, compagnons du silence, Guanaquier, pensif, rêvant, d'aigle, pêcheur à la verticale des jours éteints. Voilà pour ce qui était du recueil de poésie. Et les exilés de Goumen, donc c'est sa pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, elle revisite une partie de l'histoire, donc c'est Témissourgueil dans sa dimension de l'histoire. Je rappelle qu'il a été particulièrement passionné d'histoire et que ce béguin pour l'histoire l'aurait atteint d'ailleurs alors qu'il était encore élève dans la célèbre école William Ponty de Dakar, où à ses heures libres, il s'adonnait beaucoup à la lecture entre autres ouvrages de l'histoire. Cette pièce de théâtre donc revisite une partie de l'histoire du royaume d'Enianké qui, au début du XVIIIe siècle, a régné sur les parties du Fouta méridional dans les frontières actuelles du Sénégal et de la Mauritanie d'aujourd'hui. Le Satidi Bokar Siré, dit Bokar Siré Sawalam, est chassé du trône par son propre cousin germain, Satidi Gelayuddin, soutenu par le colonisateur français et son voisin, le Bak Yérim Mbagnik Aram Bakar, roi du Wag. Le roi déchu avait attiré sur lui l'animosité de la puissance coloniale, refusant aux corporations commerciales françaises l'exclusivité du commerce avec son royaume. À cette raison économique, il faudra ajouter une autre raison d'ordre idéologique. C'est que Satidi Bokar Siré est un musulman convaincu. En tant que musulman convaincu, préfère plutôt se coaliser avec les tribus maures et lutter énergiquement contre la commercialisation de l'alcool dans son royaume. Chassé donc de sa capitale, qui était Horodiel, le roi déchu alla se réfugier dans un village perdu de son royaume. Ce village du nom de Goumel devint pour lui et ses fidèles une sorte de lieu de retranchement, d'exil intérieur, parce qu'il s'agit de son royaume, mais au niveau de la frontière. Si la coalition constituée par Bokar Siré, qui est à savoir le sultan Abdul Hamid de Fès, d'une part, l'émir du Trarza, d'autre part, les partisans du roi déchu du Wallo, étaient assez consistants, il n'en demeure pas moins que ses alliés principaux dans la guerre de reconquête qu'il a opposée à son cousin rival, parce qu'il a été déchu par son cousin, ont surtout été l'oppression du peuple et la profanation du culte islamique dans une contrée alors profondément musulmane. Comme l'illustre d'ailleurs ce propos de Kamalin Fou, que je vais vous citer, et qui donne un peu une idée de la divergence idéologique entre les deux cousins, Bokar Siré Sawalam et son cousin. C'est un des vassaux du roi lui disait: Sire,
comme depuis 6 ans la situation est conforme à nos vœux, à notre philosophie. Les grands du royaume qui vous sont fidèles ne se plaignent de rien. Leurs greniers sont pleins, leurs pâtes à bestiaux pleins de bouses fraîches, leurs gourdes pleines de meilleurs vins de mil et leurs loisirs nocturnes agréablement complets. C'était un peu la débauche qui a été instaurée, et c'est justement parce que le délaissement de cet islam qui va amener à cette confrontation entre les deux. Voilà de manière très ramassée ce qu'on peut dire sur les exilés de Goumet. Je passe à la troisième pièce, à l'oreille du Sahel. À l'oreille du Sahel, donc, est un recueil de nouvelles. À l'oreille du Sahel est un recueil de nouvelles donc, qui est remarquable par la description des paysages. C'est la première chose qui vous marque quand vous lisez à l'oreille du Sahel, c'est la capacité de l'auteur à décrire les paysages d'une méticulosité rare, où se déploie une précision impressionnante. Cette œuvre qui est composée donc de 2 parties, donc de deux nouvelles. La première intitulée La longue piste et la deuxième nouvelle, Wendu Gotol ou le lac mystérieux, déroule des récits hétéroclites couvrant toute la zone géographique du sud mauritanien, c'est-à-dire à l'entrée du Gorgol au Guinée-Maka. À l'origine du Sahel propose aux lecteurs avides de découverte et ou de paysage un véritable voyage dans l'espace, la culture et l'imaginaire des peuples soniqués et peuls du sud de la Mauritanie. Il est vrai qu'en plus d'être natif du Gorgol, Ken Youssouf Gueye a également servi comme fonctionnaire au Guinée-Maka. Il a toujours été soucieux d'apprendre, tant par imprégnation que par observation, le mode de vie des us et les us et les coutumes des populations, parfois longtemps restées isolées du monde moderne. La première partie, donc la première nouvelle, se déroule dans le Guinée-Maka mauritanien. Le narrateur, un infirmier de l'assistance médicale indigène du nom de Sal Bassirou, nous relate les péripéties d'un voyage entre Sénibabi et Gouli. Venu au chef-lieu de la région pour s'approvisionner, parce que Gouli était une localité particulièrement isolée, et en tant que fonctionnaire, ils avaient besoin d'aller jusqu'à Sénibabi. Je pense que la distance va être tournée autour de 90 km. Et il se trouve que Sal est découvert par un de ses chefs. Nous sommes encore pendant la colonisation, M. Furé, particulièrement acariâtre et sévère, et qui regarde les colonisés de très haut, évidemment, puisque nous sommes en colonisation. Et découvert, celui-là lui demandera de rentrer d'Arda et le menaçant d'ailleurs quelque part de représailles. Et Sal est obligé de partir incognito dans un camion berlier. Le pittoresque est ici très, très important. Et malheureusement, dans le voyage, au bout de quelques kilomètres, un accident va survenir. Le fameux camion brinque-ballant va tout simplement, un des passagers tombera du camion et se retrouvera écrasé, ce qui va amener le narrateur à revenir sur ses libertés. Enfin, et de repartir quelques heures après à cheval. Ce voyage à cheval est l'occasion pour le narrateur de parcourir plusieurs localités du Guinée-Maka. Sedelma, Hamdallah, Hamagi. Chacune des étapes de ce parcours est un prétexte pour dispenser au lecteur de véritables cours d'ethnologie, de civilisation, d'histoire et de géographie sur les villages, leurs habitants, leur savoir-faire, leur savoir-être, les forêts, les savanes et toutes sortes de paysages. La seconde nouvelle a pour cadre la région du Gorgol. L'intitulé de cette partie constitue également le centre d'intérêt, Wendu Gotol ou le lac mystérieux. Un lac dont on dit qu'il ne pouvait être vu des plus chanceux qu'une seule fois, apparaîtrait à quelques rares élites aux alentours de Diogol, sur ce que le narrateur a appelé le périmètre de la solitude. Les chefs des villages environnants décident de faire appel aux autorités administratives et politiques du pays pour identifier et cartographier ce point d'eau afin de mettre au service des activités
des activités économiques et de développement des habitants. Parce que le lac existe, sauf que ce lac-là, tous ceux qui ont eu à le voir l'ont vu une seule fois. Quand ils sont revenus pour le retrouver, eh bien le lac disparaît. Et naturellement, là, une grande commission technique va être mise sur pied, avec à sa tête l'inspecteur des eaux et forêts particulièrement rationnel, auquel je rappelle que le cadre de la deuxième nouvelle intervient au moment où la Mauritanie a accédé à la souveraineté internationale, et donc elle avait un peu son armée. On demanda, même si c'est plutôt entre 58 et 60, ce n'est pas exactement une souveraineté totale. Et donc on va demander à l'armée de l'accompagner en hélicoptère pour retrouver le fameux point d'eau. Le point d'eau retrouvé, il retrouve le point d'eau et il fixe un drapeau au bord du lac Vélougoto. Et il s'en va. Mais 2 jours après, quelque chose lui dit, puisque le lac est appelé Vélougoto, il faudra repartir quand même pour voir. Parce que lui, il ne croit pas à certaines croyances africaines, à certains imaginaires. Il décide donc de refaire la mission. Et quand il arrive sur le lieu, parce qu'il avait pris entre-temps les coordonnées GPS, il retrouve son drapeau, mais pas de lac. Alors, pas de lac. Une réunion sera organisée et naturellement, le fameux inspecteur des eaux et forêts très rationnel aura du mal à justifier comment un lac qu'il a identifié, il en a touché les eaux, il a mis son drapeau, et bien va se retrouver disparaître comme cela. En réalité, derrière ce fait littéraire-là, il y a cette conviction, me semble-t-il, chez Temisuge, que tout n'est pas rationnel dans les connaissances. Et en Afrique, nous avions développé un certain nombre de modes de connaissances qui ne sont pas nécessairement rationnels. Et le cas du mythe, enfin, quatrième et dernière pièce, Rella voulait voir l'honneur. Ce roman de Temisuge est, de par son titre même, un véritable hymne à la gloire des valeurs ancestrales, certes aujourd'hui souvent remises en cause au nom du progrès, mais qui n'en sont pas moins fondatrices de ce que les sociétés africaines font essentiel. Rella voulait voir l'honneur et le récit d'une jeune fille donc de Keïdi, mais qui aurait pu être celui de n'importe quel village du Fouta. Fiancée alors qu'elle n'avait pas 10 ans, la jeune fille ne peut rencontrer l'homme qui deviendra son époux que dans la chambre nuptiale. Pendant les 8 années que durèrent leurs fiançailles, elle dut même éviter de croiser son fiancé Ama. Par ailleurs, si elle est libre de rejoindre les jeunes filles et les garçons de son âge à la place du village, au cours des veillées au clair de lune, elle se devait de ne jamais faiblir au point de céder à la tentation de la chair. Il lui fallait maîtriser les assauts pulsionnels d'une adolescence pourtant rebelle aux interdits. Son honneur ainsi que celui de sa famille en dépendent. En effet, le lendemain du premier tête-à-tête avec son mari, le résultat de ce que l'on pourrait appeler un test de virginité devrait être rendu public. Si par malheur elle avait déçu, alors elle et les siens seraient à jamais voués au genou du déshonneur. Aussi, quelle fut la joie de la mère de Rella lorsqu'elle entendit le fameux coup de feu déchirant le silence de la nuit pour signifier que sa fille avait su suivre les voies de l'homme. Rella et les voies de l'honneur est bien une œuvre de civilisation donc, qui dépeint avec finesse et pudeur les traits caractéristiques de la culture du Fouta en proie à la domination coloniale française. On pourrait rappeler que le bonheur d'hommes et de femmes appartenant à un peuple dominé ne pouvait être qu'une parenthèse. La conscription sépare brutalement le jeune couple Hama, car Hama a été désigné apte pour la Roma. À peine sorti de sa lune de miel, il devait se rendre en France pour libérer la patrie de ceux-là même qui avaient réduit les siens à la domination. J'en arrive à la troisième partie de mon intervention, où je voudrais illustrer 3 centres d'intérêt de la pensée de l'auteur à travers une approche transversale des 4 œuvres. Le premier centre d'intérêt, à mon sens, chez Temisuge, c'est qui n'apparaît pas tout de suite,
mais je pense que Thierry Soubri fait œuvre quelque part de féministe africain. Il promeut un féminisme africain décomplexé. Féminisme africain décomplexé qui soit aux antipodes de ce féminisme-là, copié systématiquement de l'Occident et transposé sans aucune adaptation, alors que les réalités sont différentes, alors que les sous-bassements sont différents. Et je vais donc là vous lire un extrait tout de suite de Rella, ou les voix de l'honneur, où, au-delà de la fiction, le narrateur émerge, et derrière le narrateur, on devine aisément le point de vue énergique de l'auteur, s'exprimant notamment sur cette question de la place de la femme en Afrique, particulièrement au Fouta Toro. Et on voit, vous verrez par vous-même, l'argumentaire qui est dégagé qui est proposé par l'auteur. C'est à la page 31 donc de Rella. Encore des jeunes femmes et des jeunes filles, pense peut-être le lecteur. Eh oui, encore des jeunes femmes et des jeunes filles. La réputation de milieu incorrigiblement féodal et viscéral, antiféministe faite au milieu poulard, plus encore qu'à toutes les sociétés musulmanes des pays sous-développés, demande à être largement nuancée. Elle a les faiblesses de ce genre de réputation générale faite de jugements hâtifs et globaux. Ce que l'on appelle problème de, je cite, l'émancipation de la femme n'est dans ce milieu comme ailleurs qu'un faux problème, ou plus exactement, c'est sauf exception un problème global de développement. Ce n'est là en fait que la simple opinion d'éléments féministes militants des villes, petits bourgeois prétendument intellectuels, ignorant tous les vrais rapports entre hommes et femmes de la profonde campagne, ou plus simplement pour qui la démagogie facile est la meilleure voie vers la réalisation d'ambitions de tous ordres. Ici, dans la campagne du pays poulard, nombreux sont les domaines où la femme règne sans conteste. Tout ce qui donne coloration et goût à la vie est son affaire. Elle ne cultive pas, mais le grenier est son grenier. Elle n'est pas responsable de l'entretien et de la garde des troupeaux, mais elle règne sur les grandes écuelles de lait et les outres de beurre. Elle seule dispose du poisson que pêche son mari ou son fils. Elle régente la maison. Toutes les cérémonies sont son affaire. Son compagnon, malgré l'évidente importance de son rôle, ne tient dans beaucoup de domaines qu'une place marginale, secondaire, n'apparaissant souvent que pour disparaître de la manière la plus furtive. Le mariage est plus qu'autre chose affaire de femme. La dot fixée est payée et le rituel religieux accompli, l'homme s'efface, ne faisant et n'entreprenant plus rien que prudemment sur la pointe des pieds. Le regard parfois critique, reprobateur ou désespéré que le malheureux ose jeter sur les grandes corbeilles de l'huile qui, les jours de mariage, soulagent trop rapidement le grenier et le fruit de sa sueur, est considéré comme le signe regrettable d'un mercantilisme, d'un matérialisme avilissant et affreusement indécent. Et quand les ripailles monstres qui accompagnent baptême et mariage menacent de décimer le petit troupeau, grèvent la réserve de l'huile et de maïs, il n'a pas d'autre ressource que de se réfugier dans l'absentéisme ou dans une silencieuse amertume. Et chaque fois, en fin de compte, il finit par marcher, le citoyen grognant et sacrant tout seul dans le crépuscule des mosquées ou les recoins des hangars publics. Voilà donc pour cet extrait de Rella où on voit bien comment Temisuke s'attaque au féminisme importé d'Occident qui affirme tous azimuts que la femme africaine est opprimée et qu'elle n'a aucune forme d'importance dans les sociétés africaines. Et nous venons donc de suivre l'argumentaire qui est le sien sur cette question-là. Deuxième élément, c'est sur les valeurs africaines à conserver, notamment le culte de l'hospitalité, de l'honneur et de la parole. Je crois que Temisuke, à ce niveau-là, est également le champ de la conservation
quoi qu'il arrive, de certaines valeurs. Pas au point de conserver toutes les traditions. Comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, elles sont comme un arbre qu'il faudra élaguer au fur et à mesure que l'arbre grandit. Mais ce qui pourrait être incongru, c'est de considérer que toutes les traditions sont mauvaises en soi et qu'elles doivent être abandonnées. Et à ce sujet, je partage largement le point de vue de Amadou Hampâté-Bâ. À travers un recours là également massif aux figures de style, de chiasme, de l'oxymore, de l'itote, Kémy dénonce la montée de l'hypocrisie, la corruption et bien d'autres bassesses, mais cela c'est autre. Mais je vais d'abord vous lire très rapidement là aussi un extrait de À l'orée du Sahel. C'est d'autant plus important que Kémy Soubey, venant du Fouta, intègre le milieu soninké, notamment entre Sénégal et Gouli Gozoul, et on voit comment de l'intérieur il étudie les usages et les coutumes du peuple soninké et comment il finit par en révéler fondamentalement un certain nombre de valeurs, et j'allais dire même la quintessence. Ce n'est pas à côté de moi, alors c'est un... Alors, c'est à la page 31. Alors, recueil de nouvelles, non? Monsieur Sall, ayant pris le cheval, vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée, il devait donc partir de Sénégal pour aller à Gouli. Et c'est l'occasion pour l'auteur à chaque fois de dépeindre les usages et les coutumes et de faire connaître le peuple soninké dans ce qu'il présente de plus intéressant. Je cite: les gens que je croise et qui se rangent volontiers pour me laisser passer m'accueillent tous dans Nawari. Souriant, ceux qui parlent soninké comprennent bien. Souriant, ce mot d'accueil que ni bonjour ni bienvenue ne traduisent correctement, qui tient des deux, mais qui offre plus de cordialité et de politesse, sans affectation. Tous ceux qui ont visité le sud-est de la Mauritanie l'ont entendu, de Ndiaye à Sénéféli et de Bouance à Golmi. C'est ici sans doute le dernier refuge du culte de l'hospitalité, de l'honneur et de la parole. Pour combien de temps encore ces purs vestiges de l'époque héroïque où bonne renommée valait mieux que ceinture dorée échapperont-ils à la pollution totale qui s'installe? L'inexorable logique des choses oblige à écrire, hélas, que ces belles vertus qui font l'honneur de l'Afrique sont ici dans leur dernier retranchement et qu'elles sont condamnées à disparaître à terme. Le grand problème de l'Afrique n'a pas été posé, ou plus exactement, il a été posé en termes dont l'un au moins est faux. La civilisation technique telle qu'elle est venue porte en elle-même la destruction de nos valeurs culturelles. Le problème est de savoir si nous pouvions bénéficier de la première ou perdre la seconde. C'est pourquoi une visite dans cette portion de notre pays est une cure de Wompou à Sénéféli. On se sent revivre. Ces saluts et ces rituels que rien ne prend en défaut sont en bon pour qui se penche sur nos... De tous les hommes de la glèbe qui triment et s'échinent à tirer du cheminement gris essentiel de leur subsistance, le paysan d'ici est sans nul doute le plus rude, le plus pauvre et le plus simple. Le plus généreux et le plus fier, c'est un cœur d'or. Le cultivateur ici a la noblesse et la grandeur antique des âmes pures. Il est loyal et la rigueur des esprits à la rigueur des esprits honnêtes. Cette pauvreté ignore la mendicité. Et tous ceux qui connaissent le peuple soninké savent que c'est pratiquement la seule communauté mauritanienne où vous ne recenserez pas du tout le mandat. Il ne mendie jamais. Et Kémy Soubey de l'intérieur de cette société le révèle ici. Le cultivateur ici a la noblesse et la grandeur antique, et cette pauvreté ignore donc la mendicité, disait-il,
L'homme de Darfour, comme celui de Diogunturo, est aussi chaud et sincère dans l'amitié qu'intraitable dans l'adversité. Et cette grosse main calleuse et dure qui vous serre ne le fait jamais à demi, soit qu'elle accueille ou qu'elle brise, parce qu'ici on ne trahit jamais deux fois. Voilà, je m'arrête là pour ce dernier extrait.